Jean-Paul Sartre, situation 2, septembre 1944, première manifestation de son engagement dans la vie publique. Écrit immédiat de l'après-guerre, édition augmentée par Arlette Elkaïn Sartre. Texte dédié à Jacques-Laurent Bost, ancien élève demeuré son ami. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Chaque pensée juste était une conquête, chaque parole devenait précieuse, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Vivre la condition humaine, la mort, notre destin, source profonde de notre réalité d'homme, plénitude de tous les hommes sont mortels. Nos choix étaient authentiques en présence de la mort. Pas seulement l'élite des résistants, mais tous les Français. Un seul mot provoquait 100 arrestations. Une sanction unique, la mort. La résistance fut une démocratie véritable. Égalité de risque pour le soldat et le généralissime. République sans institution, face au nazisme. Vertu de la République du silence et de la nuit. Charles Dulin, ami de longue date, comédien, metteur en scène pour qui l'art dramatique valait tous les efforts et tous les sacrifices. La pièce « Les Mouches » en 1943 était conçue dans l'esprit de résistance, drame métaphysique et attaque directe contre le régime pétainiste. Argos, ville des repentirs, était Vichy. Un collaborateur s'écria que c'était de la provocation. Les Alliés allaient débarquer. Le génie dans la mise en scène consiste à rendre l'atmosphère et la saveur d'une œuvre dramatique. Raymond Aron, ancien condisciple de Sartre à l'École normale supérieure, l'invita à écrire dans la revue La France libre, créée à Londres à l'initiative du général de Gaulle. Paris sous l'occupation. Moins maigre et pathétique que les étrangers nous imaginaient. Considérer une chance la défaite. Les Français n'ont pas si mal vécu pendant ces 4 ans. Erreur, l'occupation fut une terrible épreuve. Paris a vécu le désespoir et la honte. Les Allemands étaient corrects avec timidité et application par discipline. La population s'abstenait de tout contact avec l'armée allemande. Sous la terreur, on vous répondra « j'ai vécu ». Les Allemands étaient au milieu de nous. La foule s'ouvrait et se refermait sur leurs uniformes. Seule occasion de leur parler quand avec politesse ils nous demandaient le chemin. On disait « je ne sais pas où tourner à gauche ». L'ennemi haïssable n'avait pas de visage. Une pieuvre s'emparait de nos meilleurs hommes dans l'ombre et les faisait disparaître. Des engloutissements silencieux. Des Allemands fort polis les avaient amenés, rue des Saussés, où dans l'avenue Foch, on entendait des hurlements de souffrance. On dissimulait en parlant peu, par prudence et dignité. On disait « ils l'ont arrêté » comme ces fous quand ils nomment leurs persécuteurs fictifs. La nuit, on les entendait. La Gestapo opérait entre minuit et 5 heures. L'horreur semblait dehors. Trame de nos consciences et sens du monde. Paris était mort. Les oubliés d'un immense exode. Il restait un squelette de ville. Tout était ruine. Londres mutilée, en veilleuse, restait la capitale de l'Angleterre. Paris n'était plus la capitale de la France. Agglomération hantée par les souvenirs de sa grandeur. Paris n'était plus qu'un étalage factice. Autour de nous, le fer et le feu pleuvaient, mais les Anglais avaient décidé de respecter Paris, et c'était d'un calme mortuaire. La France était un pot de fleurs qu'on sort le jour sur le rebord de la fenêtre et qu'on rentre le soir. L'occupation a dépouillé les hommes de leur avenir. Tous nos actes étaient provisoires. L'Allemagne pouvait cesser ses envois de matières premières. On se regardait et on voyait des morts. La collaboration fut un effort pour rendre un avenir à la France.
Les résistants étaient désespérés. Nous avions la honte de ne pas comprendre cette guerre. La défaite de 1940, trop rapide. Ce qui est terrible, c'est de souffrir et de mourir en vain. La sirène nous signalait les avions alliés comme des ennemis. Situation paradoxale. Il fallait descendre aux abris et nous n'obéissions jamais. Un monde libre remplissait le ciel. Au Havre, on disait « voilà les Anglais » et ils venaient lâcher leurs bombes sur nous. Tension perpétuelle. Parfois, la colère était la plus forte. Nous n'osions pas nous plaindre. Les Tchèques nous reprochaient de les avoir abandonnés en 1938. Présence constante des vainqueurs dans nos villes. La guerre a surpris notre pays en pleine décomposition. Désarroi, malheureux, honteux et dégoûté de la honte. Il fallait travailler et maintenir à la nation un semblant d'organisation économique. Parmi nous, des traîtres authentiques, des ratés et des aigris qui profitent un moment des désastres. Comme le taux de suicide ou de criminalité, un phénomène normal, un venir subtil. Le courage des cheminots qui acheminaient les vivres et du matériel de guerre et devenaient nos ennemis. L'Allemagne les décorait et Pétain leur accrochait une médaille sur la poitrine. Vichy réclamait sans cesse l'unité. Paris était peuplé d'absentes, un captif, un autre rejoindre De Gaulle. L'occupation réveillait les vieilles querelles. Rivalité Paris et province. Nice accusait Paris de pactiser avec l'ennemi. L'insolence des restaurants de luxe dressait les ouvriers contre la bourgeoisie. Ils étaient fréquentés par les Allemands et les collaborateurs montrant les inégalités sociales. Conflit des générations aussi, les combattants de 14 reprochant à ceux de 40 d'avoir perdu la guerre, qui en retour les accusèrent d'avoir perdu la paix. Le souvenir de l'occupation n'est pas effacé. Les Français combattants ont vécu radicalement une situation différente. Résistance secrète, action de guerre. La France libre, revue fondée par les Français réfugiés à Londres, une propagande plus subtile de 8000 exemplaires. Les rédacteurs signaient de noms divers pour donner l'illusion que la revue abondait de collaborateurs. Les abonnés s'amusaient à reconnaître les auteurs. Aron signait René Avor. Le tirage atteint 22 000 exemplaires. Écrire dans le feu vivant d'une actualité toujours mouvante. Analyse spectrale du national-socialisme. René Vacher examinait les problèmes économiques, la revue des qualités de notre esprit. Sartre, envoyé spécial en 1945 aux USA pour Combat et Figaro. Reporter néophyte, il sait qu'il lui est impossible de mesurer la portée des faits objectifs qu'on lui présente. Il laisse libre cours à ses impressions. Honnête avec son rêve, il expose tel qu'il le fait, accueil fraternel. Les Américains aiment la France. L'effondrement de l'armée française a bouleversé les Américains. L'Alliance française représente la France aux États-Unis. Pour eux, la France est un pays de classe moyenne, intelligent et travailleur, sans ambition ni goût du risque, un peu vieillot, plus soucieux de conserver leurs biens que d'en acquérir d'autres. Les idées conservatrices de Pétain étaient connues. Amour de Roosevelt pour notre pays. Il aime et l'a parcouru à bicyclette. À New York, on parle guère du rationnement, une sorte de pudeur. Il y a des restrictions, pas de cigarettes, mais on trouve des cigares et du tabac pour la pipe. 2 paires de souliers par an. Le cuir est contingenté. L'alimentation reste abondante. Que devant les restaurants à bon marché. L'essence est sévèrement rationnée. Ils ont de l'argent, mais peu de marchandises. Marché noir de l'essence, moins de taxis qu'en 1940. Le prix de la vie a beaucoup augmenté. Dans les familles, tout le monde travaille. Des villes fantômes, dans certaines régions, la main-d'œuvre paysanne a déserté pour les usines. La guerre les a touchés et l'après-guerre les inquiète. Des fanions étoilés à la porte des établissements. 8 millions de chômeurs avant la guerre, l'industrie les a absorbés.
Le pays se suffit à peu près malgré les restrictions. Promesse de confort, les Américains font confiance à leur gouvernement. Ils sont inquiets, aux USA il y a des États surpeuplés et des États désertiques. Déséquilibre néfaste coupant l'Amérique en deux. L'industrie américaine pourrait subvenir demain aux besoins de l'univers. Son industrie passera facilement de la guerre à la paix. Ils ont beaucoup d'or. Certains isolationnistes croient en une politique dynamique de la neutralité. Occupez-vous d'abord de nous. Jusqu'au New Deal, on considérait l'État comme un organe de pure administration. Ce plan les blesse dans leur sens profond de la liberté. L'économie n'est pas dirigée, elle est guidée sans contrainte. Les États sont jaloux de leur souveraineté autant que les particuliers de leur liberté, création d'une série de grands lacs, l'énergie électrique à bas prix. Los Angeles, la ville brille de tous ses feux. Hollywood a changé, quartier de cette ville immense qui doit son opulence avant tout au pétrole. Vieille aristocratie des gens du pétrole qui ne fréquentent pas le nouveau riche du cinéma. Les anciennes stars ne tournent plus. Le cinéma a perdu de sa vitalité, même si l'industrie cinématographique n'a jamais été aussi prospère. Les films sont puérils à l'image de leurs spectateurs en soquette. Les thèmes des films tendent à s'élargir et à s'intentionnaliser. La confection d'un film est du travail à la chaîne, le cinéma comme art de l'imitation des pièces de théâtre. 2 scénaristes sont nécessaires pour réécrire de fond en comble le scénario. Un metteur en scène fait les extérieurs, un autre tourne en studio. Le montage est assuré par un spécialiste. Puis le check preview et Hollywood qui se consulte lui-même. La motion picture condamne toutes les innovations progressistes en les déclarant rouges et anti-américaines. Avant 1938, le cinéma est votre meilleur divertissement, récréation, véritable opium du peuple. Naissance du film pensant. Des films austères aussi dont le but est l'édification morale et politique. De muet, le film est devenu parlant, il est pensant. Le goût de l'exactitude historique. Le public aime les films sévères. March refuserait de tourner un film qui serait sans importance sociale ou psychologique. Les producteurs sont en quête de sujets, le cinéma gagnera en maturité. Souci éducatif. Dans le Tennessee, où les fermiers ruinaient la terre en semant le maïs, leur apprendre à faire reposer le sol en variant les cultures. Chaque Américain se fait éduquer par d'autres Américains. On y enseigne tout. La spécialité de l'Américain est de tenir sa pensée pour universelle, une raison. Optimisme à la Rousseau. Je crois au mal, j'ai découvert leur profond individualisme. Liaison profonde du conformisme et de l'individualisme. Il y a la lutte pour la vie. Chaque individu veut réussir, gagner de l'argent, signe symbolique de la réussite. Les buildings sont les ex-voto à la réussite. Des statuts élevés au-dessus des autres. Les ligues protègent les individus. Hors des ligues, un homme est seul. Le citoyen est soumis à une force d'organisation et d'américanisation intense. La personnalité doit se conquérir. Elle est une fonction sociale ou l'affirmation de la réussite. Une ville américaine est à l'origine un campement dans le désert. Le passé, ici, ne laisse pas de monuments, mais seulement des résidus. 20 villes dans une ville. Partout des terrains vagues, parcs à autres, parc à thème. Ce qui frappe, c'est le désordre en hauteur. Le gratte-ciel impose un ordre nouveau à la ville. La rue américaine est un tronçon de grande route. Les gens qui n'ont pas d'auto restent chez eux. La notion de classe est étrangère à la pensée américaine. Il y a une différence de métier. Mon nom de classe. L'ouvrier ne se considère pas comme un prolétaire. Les États-Unis, pays de colons, misère paysanne au Texas et au Nouveau-Mexique. L'Amérique se présente comme une société ouverte,
Mot de Bergson. Les hommes ont la force conscience, ont la fière conscience d'avoir forgé leur destin. L'Amérique est un pays colonial. La table de l'ouvrier n'est pas moins bien garnie que celle de son patron. Le plus pauvre garde l'espoir de devenir riche ou président. Lors de la crise de 1930, les ouvriers avaient honte de s'inscrire au chômage, habitués à compter que sur eux-mêmes. J'ai mangé dans les cafétérias où la nourriture est abondante et saine. Dans la rue, l'ouvrier ne se distingue pas du bourgeois. Même des marches libres et nonchalantes. Les signes extérieurs de la classe sont inexistants. Ils sont fiers de l'égalité américaine. Ils n'ont pas l'impression de vendre leur puissance de travail, complexe de supériorité vis-à-vis des intellectuels qui ont fait 10 ans d'études pour gagner moins. Amical mépris de l'ouvrier, fierté de n'avoir rien appris. C'est le technicien et l'ouvrier spécialisé qu'on estime. Les valeurs culturelles viennent loin derrière. Quant aux traditions, il n'y en a pas. L'appel des prolétaires de tous les pays « Unissez-vous » le laisse insensible. Il est américain avant tout. Tristesse et ennui du travailleur, crainte du marxisme. L'ouvrier répugne à tout ce qui a un caractère révolutionnaire. Le job, c'est le boulot qu'on n'aime pas. Un quart d'heure de repos toutes les 2 heures. Crainte depuis la crise de 1930 de redevenir chômeur. Un tiers des travailleurs sont représentés par 2 organisations, l'AFL, la plus ancienne des syndicats, et la CIO. Attachement des travailleurs au libéralisme économique. Il y a des communistes, ouvriers sympathiques à la cause de l'URSS. Ce pays est fier de ses institutions démocratiques. La plupart des Noirs vivent dans la misère. Ils se nomment eux-mêmes des citoyens de 3e classe. Métissage analogue au Brésil. Extrême diversité. Aucun lieu public où se mélangent les Noirs et les Blancs. Le problème noir n'est ni culturel ni politique. L'ère de l'immigration n'est pas close. L'Amérique n'est pas assez peuplée. Le nègre est tabou, c'est un authentique intouchable. Terreur qu'inspire l'idée du commerce sexuel avec la race noire, aspect passionnel. Basé sur l'économie agricole de l'esclavage, main-d'œuvre à bas prix. La guerre change les choses, les Noirs sont parmi les premiers colons et ils en sont fiers. Les Noirs sont de bons démocrates. Ils ont une volonté farouche de s'instruire, élan vers le savoir et la culture. La guerre a une influence. De grands enfants, ils ont gagné en dignité humaine. Le gouvernement a fait des efforts sincères pour améliorer les conditions des gens de couleur. Ils appartiennent au prolétariat américain. Amélioration de leurs conditions, mais non l'égalité totale avec les Blancs. Il faut que le prolétariat blanc comprenne que sa cause est la même que les ouvriers nègres. Degré de culture. Le film d'Orson Welles, Citizen Kane, heurte les habitudes américaines, une œuvre intellectuelle. Welles a tout fait. Déjà dans Jules César de Shakespeare, il faisait jouer les acteurs en costume moderne. En un mot, c'était Mussolini. On sait que Shakespeare n'est pas tendre avec la démocratie. Welles a obtenu un succès d'estime, surtout auprès de l'élite intellectuelle. Le but était l'antifascisme, souci politique de gagner les masses au libéralisme. Phénomène rare, c'est un film qui veut prouver. Un film satirique. Le roi de la presse, Hearst, est attaqué et il s'est senti touché au vif, interdisant à ses journaux de mentionner jusqu'au nom d'Orson Welles. Nous sommes loin du film classique américain qui ne veut rien prouver, vertu de la naïveté réaliste. Welles veut faire penser ses spectateurs avec un léger parfum de psychanalyse. Bouleversement de l'ordre temporel avec des retours en arrière dans les souvenirs, piquant pour l'esprit. Nous n'avons pas à faire un roman, mais un récit fait au temps passé.
Il obligeait sa femme à chanter sur toutes les scènes d'Amérique, raccourci qui, généralement, elle, qui est modeste et lucide, chante faux, en souffre fort. Elle a réintroduit le plafond au studio et il en résulte une impression constante d'écrasement. Cette œuvre illustre le drame de l'intelligentsia américaine qui est sans racines et totalement coupée des masses. Subtil Wells ne veut pas de cette grosse émotion que Hollywood sait si bien provoquer. Il fait un film abstrait, intellectuel, en l'air. Il a l'écriture artistique, dirait le Goncourt. Nous mourrons d'être trop artistes. La libération de Paris, qui a été l'œuvre commune de toutes les forces alliées, on ne chasse pas les gens qui s'en vont d'eux-mêmes. L'insurrection parisienne, c'est cet air de fête qu'elle n'a pas quitté. Paris, contre les tanks allemands, a affirmé la puissance humaine. Environ 2% de la population étaient des collaborateurs. On ne collabore pas par hasard, mais sous l'action de certaines lois sociales et psychologiques. Principe abstrait d'une subordination pure et simple de l'économie française à l'allemande. Une décision individuelle et non une position de classe. Élément mal assimilé par la communauté indigène, où la vie sociale est restée intense. Ces phénomènes ne trouvent pas de place. Anarchistes de droite, curieux paradoxe, ils ont conclu de la victoire allemande à la nécessité de se soumettre à l'autorité du Reich. Se plier aux faits accomplis. Le dernier phénomène historique est le meilleur simplement car il est le dernier. Façon de juger l'événement à la lumière de l'avenir. Ils se sont placés dans l'avenir pour juger de l'actualité. Au lieu de juger le fait à la lumière du droit, ils fondent le droit sur le fait. La résistance, non une affirmation d'une valeur, mais une idéologie morte. La victoire allemande est une sorte de lien féodal de suzerain à vassal. Ils cherchent à s'intégrer à un système nouveau où les relations vont dans la singularité. Machiavel, maître à penser des dictateurs. Talleyrand, modèle du collaborateur. L'explication psychologique est la haine, apologie de la violence et de la ruse. Sa thèse favorite est le réalisme. Le rôle de l'homme est de savoir dire non aux faits mêmes. Résistance. Création des temps modernes, le rappel du film de Charlot plaisait. Nécessité de l'engagement en littérature. Devoir de présence constante aux événements du monde. Malraux refusa d'y participer. Gide reprochait d'assujettir l'art à l'actualité. Merleau-Ponty replaçait la vie littéraire dans la vie sociale du moment. L'homme de lettres écrit prend quand on se bat. L'homme de lettres écrit quand on se bat. Nous ne voulons pas avoir honte d'écrire et nous n'avons pas envie de parler pour ne rien dire. Tout écrit possède un sens. Tous les hommes sont égaux. Ils participent tous également à l'essence d'homme. Tous les hommes sont frères. Tous sont libres, libres d'être hommes. L'action du politique est donc négative. Il n'a pas à faire la nature humaine. L'esprit d'analyse reste la doctrine officielle de la démocratie bourgeoise. On se constitue bourgeois, choix d'une vision du monde analytique. Contre l'esprit d'analyse, nous recourons à une conception synthétique de la réalité. Un homme, c'est toute la terre. La classe ouvrière s'est faite héritière des traditions démocratiques. La formation technique de l'ouvrier développe en lui l'esprit d'analyse. L'homme n'est qu'une situation. Un ouvrier n'est pas libre de penser ou de sentir comme un bourgeois. Il faut le délivrer en élargissant ses possibilités de choix. Notre préoccupation doit être de servir la littérature en lui infusant un sang nouveau. La guerre a pris fin dans l'indifférence et dans l'angoisse. Les gens n'ont pas pavoisé. La paix, c'est un commencement. La fin de la guerre, c'est tout simplement la fin de cette guerre. Mussolini, Hitler, Hirohito n'étaient pas des roitelets. Notre
Notre littérature a donc tous les traits d'une littérature révolutionnaire. Nous découvrons dans l'humiliation de la France qu'elle ne jouera plus demain le rôle qu'elle avait hier. La vérité s'est montrée à nous dans le désastre. S'engager dans le présent, l'antisémitisme se présente comme une passion, affection de haine ou de colère. On aime les objets de la passion. L'antisémite reconnaît que le juif est intelligent et travailleur. Proust a montré comment l'anti-dreyfusisme sera rapproché le duc de son cocher et comment, grâce à leur haine, des familles bourgeoises forcèrent les portes de l'aristocratie. L'horreur du juif ne peut s'expliquer qu'en disant, comme Montaigne, de son amitié pour la Boétie, « parce que c'est lui, parce que c'est moi ». Attirance sadique de l'antisémite qui sera entouré d'amis juifs. C'est un homme qui a peur, non des juifs, mais de lui-même, de sa conscience, de sa liberté, de ses instincts, de ses responsabilités, de la solitude, du changement de la société et du monde, de tout sauf des juifs. C'est un lâche qui ne veut pas avouer sa lâcheté. Il veut être un roc impitoyable, un torrent furieux, une fondre dévastatrice, tout sauf un homme. L'erreur et le mal sont des non-êtres. Descartes a parfaitement compris que le concept de liberté renfermait l'exigence d'une autonomie absolue. La guerre a révélé aux Américains que l'Amérique était la plus grande puissance du monde. Dans la philosophie de Hegel, une idée en appelle une autre. La totalité absolue sera enfin l'esprit. Le ressort de toute dialectique, c'est l'idée de totalité. Les phénomènes n'y sont jamais des apparitions isolées, se produisant ensemble dans l'unité supérieure d'un tout. Le matérialisme étant une métaphysique explicative, voulant expliquer certains phénomènes sociaux par d'autres. Marx écrivait en 1844 qu'il fallait dépasser l'antinomie de l'idéalisme et du matérialisme. La révolutionnaire est nécessairement un opprimé et un travailleur, le révolutionnaire. Il réclame sa libération comme travailleur. Il exige une philosophie qui pense sa situation. La supériorité de la pensée révolutionnaire, c'est qu'elle proclame d'abord son caractère d'action. Tout membre de la classe dominante est homme de droit divin. Il est persuadé dès son enfance qu'il est né pour commander. Les classes opprimées font partie pour les hommes sacrés de la nature, nés pour servir en face de l'homme de droit divin, l'homme de devoir divin. La nature se referme sur l'homme et l'absorbe. L'homme est un fait naturel, l'humanité une espèce parmi d'autres. Le matérialisme est l'épopée de faits. Le marxiste désigne par antiphysis la société future, instaurant un ordre humain dont les lois seront la négation des lois naturelles. Le patron détermine à l'avance les gestes du travailleur. État de pure et simple chose. Madame de Staël cite en Russie au XIXe siècle un orchestre de serfs. Chacun fait entendre une seule et même note. Chacun porte le nom de la note. Voilà le sol, le mi ou le ré de M. Narishkin. Le taylorisme ne fait pas autre chose. L'ouvrier devient l'homme d'une seule opération. Mais le travail offre une amorce de libération concrète, car négation de l'ordre contingent et capricieux qui est l'ordre du maître. Si tous les hommes sont des choses, il n'y a plus d'esclaves. Le supérieur conçoit que l'inférieur existe pour servir les besoins du supérieur. Explication par le bas économique, technique et finalement biologique. La liberté ne se découvre que dans l'acte. Ne fait qu'un avec l'acte, la liberté.
Il n'y a ni dehors ni dedans pour l'homme. L'esclave se voit avec les yeux du maître, il se pense comme un autre et avec les pensées de l'autre. L'action n'est pas une combinaison heureuse de pensées, mais l'effort de tout un homme contre l'impénétrabilité têtue de l'univers. Il veut penser dur, le matérialisme lui offre l'expression la plus satisfaisante de son exigence, affirmant la prédominance de la matière impénétrable sur l'idée. Le moindre geste humain se comprend à partir de l'avenir. Même le réactionnaire qui se soucie de préparer un futur identique au passé, projet qui les éclaire, Bachelard parle de coefficient d'adversité. Très simple projet de vivre. Pour Marx, changer le monde, cela signifie qu'il est originellement un être pour qui le monde existe dans sa totalité. C'est en changeant le monde qu'on peut le connaître. Si les forces constructives doivent triompher, le déterminisme historique leur assigne un seul chemin. La philosophie révolutionnaire réclame d'être la philosophie de l'homme en général. Écrire pour son époque, c'est avec des mots, non pas avec des ennuis, que l'écrivain fait ses livres. Il y a dans chaque cœur une fin d'absolu. L'époque, c'est l'intersubjectivité, l'absolu vivant, l'envers dialectique de l'histoire. Dans la dispute des universaux, dans celle de l'Immaculée Conception ou de la transsubstantiation, c'était le sort de la raison humaine qui se jouait. Un livre a sa vérité absolue dans l'époque, il est vécu comme une famine. Lire un livre, c'est le réécrire. Il faut écrire pour son époque comme l'ont fait les grands écrivains. Le dépassement de soi est en chaque cas fini et singulier. Un homme se met tout entier dans son projet. Il s'y met tout entier et réalise du même coup la condition humaine dans son universalité, mais c'est toujours à l'occasion d'une entreprise singulière et datée. Il y a un Malraux vivant, un poids de sang chaud au cœur de l'époque. Il y aura un Malraux mort en proie à l'histoire. On dit que le coursier de Marathon était mort 1 heure avant d'arriver à Athènes. Il était mort où il courait toujours, il courait mort, il annonçait mort la victoire de la Grèce. Beau mythe qui montre que les morts agissent encore un peu de temps comme s'ils vivaient. Les mobiles de Calder qui se suggèrent par le mouvement, ils le captent. La sculpture grave le mouvement dans l'immobile. Calder ne s'apparente pas au sculpteur. La peinture suggère la profondeur ou la lumière. Calder ne suggère rien. Il attrape les vrais mouvements vivants et les façonne. Ces mobiles ne signifient rien, ne renvoient à rien qu'à eux-mêmes. Ces mouvements ne visent qu'à plaire, qu'à enchanter. Ils ont un sens métaphysique. Ils se nourrissent de l'air, ils respirent, son mobile ondule, hésite, on dirait qu'il se trompe et qu'il se reprend. Un jour, je parlais avec Calder dans son atelier, et un mobile fut pris d'une violente agitation. Ces mobiles déconcertent à chaque instant. Calder n'a rien voulu sinon créer des gammes et des accords de mouvements inconnus, invention lyrique. Je ne crois pas à la fin du monde, mais nous continuons à attendre la guerre. Cette guerre sera la guerre de la peur. Camus a emprunté à Faulkner la méthode qui consiste à raconter un même événement sous différents aspects selon la sensibilité qui les perçoit. La technique de Simone de Beauvoir aussi s'inspire de Faulkner. Casser l'ordre chronologique pour lui substituer un ordre plus subtil, ni logique ni intuitif. Sartre, après avoir lu Dos Passos, a songé à construire un roman à partir de plusieurs vies simultanées, en passant d'un personnage à l'autre, tous contribuant à rendre l'atmosphère d'une période historique. Les héros d'Hemingway
et de Caldwell ne s'expliquent jamais et ne se laissent pas disséquer. Ils sont les jouets du destin. Décrire les actes de nos personnages sans les accompagner de commentaires, d'explications ou de jugements, l'acte naît de lui-même. Révéler ce que le personnage se dit à lui-même en toute lucidité. Hemingway n'entre pas à l'intérieur de ses personnages, il ne fait que les décrire, il est témoin de leur comportement. Dos Passos nous fait ressentir plus finement l'intrusion de la pensée collective dans les pensées les plus secrètes de ses personnages. Enveloppé d'un bavardage incessant, le principe d'unité d'action ne se justifie pas. Les romans américains ont suscité une révolution d'ordre technique, perspective d'un nouvel art d'écrire. Camus se sert délibérément d'Hemingway et il lui semble que c'est la meilleure façon d'exprimer son expérience philosophique de l'absurdité du monde. Le temps vécu se présente à Faulkner en sceau désordonné. Simone de Beauvoir a un but conscient de donner plus de relief à ses personnages et à leurs actions. L'Amérique nous a enrichis de nouvelles